à tous et à toutes, aujourd'hui pour ce second épisode d'En a qu'à inventer, transmettre, autrement, je vous invite à vivre un fabuleux voyage au pays de l'intelligence collective. Un voyage au moins aussi fabuleux, je l'espère, que celui que j'ai vécu ce matin pour venir jusqu'à Nantes où nous enregistrons l'épisode. Car oui, parfois il fait bon sortir de chez soi, surtout au mois de mai, ne serait-ce que pour s'aérer les neurones et autres automatismes cognitifs, autrement dit le prêt-à-penser, pour aller voir ailleurs, autrement et surtout plus loin que le bout de son nez. Et si je suis venu jusqu'ici pour m'entourer de deux invitées inspirantes et passionnantes, écoutez simplement l'émission et vous en serez convaincus assez vite, c'est que j'ai pensé qu'il était important de mettre à l'honneur cet outil fascinant qu'est l'intelligence collective. Moi personnellement j'en sais assez peu, même si j'ai eu la chance de vivre une formation de 3 jours avec Anne et Stéphanie, mes invités du jour donc, en fin d'année 2022. Je n'en ai retenu qu'une infime portion, on ne va pas se mentir, parce que d'abord je suis assez lent, comme garçon, c'est vrai, et puis aussi parce que ce genre d'outil, de posture, ça s'assimile plus que ça ne s'apprend. J'aurais envie de dire qu'une formation comme celle-là, celle que j'ai vécue, c'est l'anti-clé en main, même si c'est l'occasion de découvrir et d'expérimenter beaucoup. Bref, si j'en sais trop peu pour évoquer le sujet tout seul, et c'est bien pour cela que le podcast existe, pour laisser la parole aux autres, à celles et ceux qui savent, qui vivent, qui expérimentent pour de vrai, j'en sais tout de même suffisamment pour savoir que les processus d'intelligence collective sont enrichissants, passionnants, voire même révolutionnaires. Car figurez-vous qu'on y parle de sens, de valeurs, d'autonomie, de solutions, de gouvernance partagée, de collaboration et coopération, et même, accrochez-vous, de consentement, parmi tant d'autres choses. Bienvenue à l'écoute de cet épisode, installez-vous confortablement et laissez opérer la magie des voix, des mots, des échanges, des fois que cela sème dans votre esprit des petites graines de faire autrement, à l'écoute de deux super humaines pleines de peps, qui se sont données pour mission, sous le toit de la si belle maison des possibles, d'accompagner et faciliter pour nourrir de belles et fertiles transitions. Car oui, et c'est le leitmotiv de ce format, mes invités du jour, elles aussi, font rimer créativité avec pédagogie, innovation avec transmission. Je laisse maintenant la parole à Anne et Stéphanie, duo dynamique, sympathique et hyper complémentaire, avec d'abord un grand merci d'avoir accepté l'invitation de cet épisode 2, et ensuite un grand bonjour. Bienvenue dans On n'a qu'à inventer, transmettre, autrement. Bonjour Stéphanie. Bonjour Vincent. Bonjour Anne. Bonjour Vincent. Alors Anne, merci. Tu n'es pas avec nous à Nantes. Non. Est-ce que tu veux partager où est-ce que tu te trouves actuellement ? Ouais, j'ai la chance en fait depuis 2 ans d'habiter à Moëlan-sur-Mer, une petite commune dans le Finistère Sud, et c'est vraiment un grand bonheur d'être là-bas à quelques centaines de mètres de la mer. Je l'entends pas, mais des fois oui, ça dépend des vents. Et nous sommes installés avec Stéphanie, donc au cœur de Nantes. On n'est pas installé dans l'espace de formation dans lequel vous serez demain, puisque demain vous animez une nouvelle journée de formation sur l'intelligence collective, parce que ce n'était pas possible aujourd'hui, tout simplement. Mais voilà, merci Stéphanie d'accueillir les micros de Parole et compagnie. Est-ce que vous voulez bien vous présenter ? Alors je vous ai proposé juste avant de commencer l'enregistrement le petit challenge de se présenter l'une l'autre. Est-ce que Stéphanie, tu veux commencer ou tu passes le relais à Anne ? Je crois que Stéphanie avait envie que je la présente en premier. Allez, je te passe le micro. Mais j'ai accepté parce que j'adore, vraiment, Alors, voilà, il y a beaucoup de choses à dire sur Stéphanie, mais c'est une vraie professionnelle, en fait, Stéphanie. Très professionnelle jusque dans les détails quand on travaille avec Stéphanie. Elle a un parcours dans les centres sociaux d'une 15aine d'années où elle a fait de l'animation, où elle a animé une équipe. Elle a une vraie connaissance, je trouve, du terrain. Un vrai parcours qui l'amenait déjà à être, je pense, dans tout ce qui est collectif, dans tout ce qui est participatif avec les habitants. Et tout ça se transpose aujourd'hui dans ce métier de facilitatrice. Moi, j'ai vraiment beaucoup de plaisir et de confiance à travailler avec Stéphanie parce que elle incarne l'intelligence collective, elle a beaucoup d'écoute, beaucoup de sensibilité, et aussi elle est très cadrée. Parce que l'intelligence collective, c'est pas magique, il y a quand même un sacré cadre, et là-dessus aussi Stéphanie est très pointue. Donc, mais tout en douceur, tout en humanité, en sensibilité, et puis par là-dessus on rajoute un gros dynamisme, un peps, son nom c'est Peps & Co, évidemment c'est très bien choisi. Voilà, donc Stéphanie, une super professionnelle avec un vrai parcours de terrain aussi derrière qui nourrit tout ça. Merci pour cette présentation de Stéphanie. Est-ce que Stéphanie, tu veux compléter ? Est-ce que cette présentation te paraît suffisamment complète ? Eh bien, merci Anne pour cette présentation. Waouh, rien à rajouter. Je suis touchée.
un peu par cette présentation. Et en fait, je me dis que j'aurais dû commencer avant à présenter Anne. Parce que là, La barre est haute. la barre est haute. Non, non, voilà, on retrouve un peu. Moi, ce qui m'anime vraiment, c'est le collectif, c'est de faire avec, d'accompagner les collectifs dans leur transformation. Et puis, c'est de travailler en co. Et donc, c'est toujours un grand plaisir de co-construire, co-animer avec Anne. Je pourrais lui renvoyer un peu ce qu'elle m'a dit. Enfin, Anne, c'est aussi une professionnelle hyper pointue, voilà, qui travaille aussi sur les transformations des collectifs, sur la formation, facilitation à l'intelligence collective. Donc, et c'est aussi un réel plaisir quand je travaille avec Anne, et ça depuis le début, hein, depuis 2017. Je suis arrivée aussi à la Maison des Possibles, le collectif qui nous rassemble grâce à Anne. Et donc ça, je la remercie. Donc Anne, elle est inspirante aussi. Son nom, ça s'appelle Transition Fertile, et ça lui correspond très bien. Elle est passionnée et inspirée par la permaculture. Donc, c'est vraiment une source d'inspiration pour elle. Et puis, elle est formatrice, facilitatrice dans tout ce qui est intelligence collective. Et elle accompagne les transformations avec une grande écoute, une habileté à comprendre vraiment l'intention et d'accompagner vraiment le collectif dans la récolte attendue. Enfin, ça, c'est vraiment important pour elle, et c'est... sa force, je trouve. Et puis, depuis quelque temps, elle est aussi spécialisée et elle accompagne sur la gouvernance partagée. Donc, il y a certainement plein de choses à ajouter sur Anne, mais du coup, j'ai tellement de choses que je ne sais plus quoi dire. Peut-être qu'Anne, elle peut compléter. Mais voilà, c'est notre petite bretonne de la Maison des Possibles. Et puis voilà, transition fertile, permaculture, gouvernance partagée, accompagner les transformations, la coopération, et puis accompagner vraiment à faire autrement pour aussi transformer notre société. Et ça, c'est important, et Anne, elle incarne tout ça. Est-ce que Anne, tu veux compléter éventuellement avec ton parcours antérieur à la création donc, de Transition Fertile ? Est-ce que il y a des éléments qui te semblent pertinents à partager avec les auditeurs et auditrices ? Oui, alors, peut-être, ce serait long le parcours, mais à l'origine, quand même, j'ai une formation de psychologue, donc le côté humain, quoi. C'est vraiment là qui m'a... Depuis le début, c'est ça qui me taraude quelque part, c'est que les gens soient bien où ils sont. Enfin, et puis bien dans le côté professionnel. J'ai fait psycho, mais en RH. Voilà, j'ai travaillé en grandes entreprises où j'ai eu des bonnes expériences et des moins bonnes. Je pense que les moins bonnes m'ont plus apporté que les bonnes. Enfin, et c'est des moins bonnes d'ailleurs aussi, des moins bonnes expériences de la vie c'est des choses plus difficiles qui m'ont amené sur le chemin du travail en tant qu'indépendante, puis de l'intelligence collective. Donc voilà. Oui, puisque vous êtes toutes les deux indépendantes, tout en étant réunies sous le toit de la Maison des Possibles. C'est bien ça ? Exactement. Alors, donc c'est bien ça, c'était une question. Est-ce que c'est bien ça ? Oui. Est-ce que vous pouvez nous présenter la Maison des Possibles ? Du coup, qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Qu'est-ce que c'est que cette structure ? Alors la Maison des Possibles, c'est une maison déjà. Donc on y est bien, il y a un jardin. Les gens disent qu'elle est accueillante, qu'ils s'y sentent bien dès en entrant à la Maison des Possibles. Et cette maison, en fait, elle accueille... c'est un lieu de rassemblement, en fait, pour 11. On est 11 actuellement, 11 professionnels, 11 indépendantes. Et du coup, comme ça, on n'est pas seul. Et on n'est pas seul, et on a un lieu où se retrouver, on a un lieu où accueillir nos clients, on a un lieu où cogiter, où boire des cafés, et où surtout échanger. Alors, voilà, on est des indépendants avec des parcours différents, des sensibilités différentes. Ce qui nous réunit, c'est l'accompagnement des organisations et des personnes dans les organisations. Voilà, pour que le travail soit un lieu d'épanouissement, de plaisir, de coopération et de développement pour tous, en fait, hein, pour les structures comme pour les personnes. Donc, c'est ça qui nous réunit, je dirais. Puis vraiment l'idée de collaborer, de s'entraider,
On n'est pas du tout en compétition entre nous. On est vraiment dans l'esprit d'entraide et d'enrichissement mutuel. Donc, ça donne de la force à chacune, en fait, cette maison des possibles. Et où est-ce qu'elle est située? Pardon, Stéphanie. Je dirais même que c'est un lieu qui illustre l'intelligence collective. Au-delà d'un lieu physique, d'un lieu où il y a des bureaux, c'est un lieu aussi où on apprend à faire ensemble, on coopère, où on développe la coopération. Et du coup, on vit de l'intérieur ce qu'on essaye de transmettre dans nos formations aussi. C'est comment on va apprendre à faire ensemble, comment on va coopérer dans des projets, comment on va coopérer dans la maison des possibles, parce que c'est un lieu de vie et c'est du coup un lieu collectif. Ça demande aussi, avec la diversité des gens qui occupent la maison, d'avancer, d'être ensemble. Donc, je trouve que ça illustre aussi l'intelligence collective et ce qu'on peut dire en formation et ce qu'on développe en formation. Voilà ce que je voulais rajouter sur la présentation. Et ta question, c'était où se situe la maison des très pratico-pratique. Où est cette maison? Quels sont les profils des gens qui la composent, si vous voulez bien, peut-être pas forcément pour les 11 personnes, les 9 personnes restantes, mais pour quelques-uns de vos collègues, entre guillemets. Et voilà, est-ce que c'est un lieu ouvert à d'autres professionnels? Concrètement, comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, la Maison des Possibles est située 147 rue du Corps de Garde. C'est très précis. Ah, c'est très précis. C'est pas très loin du rond-point des Châtaigniers, c'est ça? Donc on parle bien de Nantes. On parle bien de Nantes. Ça ne m'évoque rien. Mais exactement, on parle bien. Elle est située à Nantes, limite Saint-Herblain. Et du coup, en effet, on est 11 professionnels, hein, comme disait Anne, avec des parcours et des statuts différents, indépendants. Et ce qui nous réunit, c'est vraiment l'accompagnement de l'individu et des collectifs, de l'humain. Donc on a chacun notre spécificité. On intervient pas mal dans la formation, la facilitation, le coaching et la médiation, parce qu'on a aussi une collègue qui est médiatrice qui intervient. Et donc, sur tout ce qui est transformation et milieu professionnel, on va dire. Et puis aussi, on intervient aussi, pas que dans le milieu professionnel, parce que aussi, on accompagne en individuel, et notamment, on a une collègue qui est spécialisée dans l'ikigai et qui va accompagner sur le projet de vie. Ouais. Voilà, est-ce que peut-être Anne, je te laisse compléter si j'oublie des choses importantes. Oui, je pense à Gaëlle aussi qui propose du codev pour des groupes de femmes. Donc voilà, il faut aller voir le site en fait. Chaque profil il y a un site de la Maison des Possibles où on retrouve les propositions des uns et des autres et puis nos propositions aussi collectives. Et en un mot, qu'est-ce qui si vous deviez vraiment synthétiser, qu'est-ce qui vous réunit? Qu'est-ce qui réunit ces 11 professionnels que vous êtes? Ce serait quoi? Hashtag quoi? Hashtag... C'est pas un seul mot en fait, c'est l'humain dans les organisations, mais pas que l'humain, parce que c'est compliqué en un seul mot. Non, c'est pas simple. Mais ça marche, hein, l'humain dans les organisations, mais c'est peut-être un peu réducteur parce qu'on accompagne aussi les organisations pour qu'elles soient efficaces, mais qu'elles se transforment. Il ne s'agit pas d'être dans le bisounours, en fait. Un humain dans les organisations, ça peut paraître un peu développement personnel, etc. C'est une manière d'accompagner la vie des organisations qui bougent, qui se transforment, qui fusionnent, à qui il arrive des choses. Mais le faire d'une manière humaine en fait et qui prennent soin en fait. Voilà, c'est peut-être ça, le prendre soin des organisations et des humains qui sont dedans en fait. Ça fait un très long hashtag, mais je l'accepte quand même. C'est ça, pas synthétique. Hashtag faire autrement pour mieux être ensemble. Ouais. Validé. Quelque chose comme ça. Ouais. C'est un beau point commun quand même. Des 11 personnes que vous êtes et des 11 professionnels que vous êtes. Je pense qu'il y a aussi la volonté on a une société qui évolue beaucoup, donc d'accompagner aussi ces transformations pour que chacun puisse trouver sa place au mieux dans ces collectifs et dans cette société. Enfin, l'idée, c'est d'accompagner... quand on parle de pouvoir d'agir, c'est ça. Enfin, c'est d'accompagner ce pouvoir d'agir individuel et collectif
des personnes pour mieux être avec soi et mieux être dans le collectif. Et sur la Maison des Possibles, je voudrais ajouter quelque chose. Là, je dis on est 11, mais voilà, c'est un groupe qui évolue. On a ouvert en 2014, donc ça va bientôt faire 9 ans à la rentrée. Et l'équipe, elle est à la fois stable, il y a des piliers, mais ça bouge aussi. Donc, on est aussi ouvert à des gens qui se sentiraient appelés par ce qu'on vient de dire, par les rencontrer. Voilà, on n'est pas un lieu entre nous, surtout pas d'entre-soi. Enfin, l'entre-soi est un support, mais parce qu'évidemment, on a des liens qui se sont créés, mais ils évoluent, les connexions continuent de se faire avec des nouvelles personnes et on inclut régulièrement des nouvelles personnes parce que la vie fait aussi que d'autres partent et c'est super comme ça, quoi. Donc ça bouge, c'est pas un truc fermé, élitiste, mais au contraire un lieu ouvert et une équipe tout à fait, ouverte et inclusive en fait. Ouais. Un système vivant, du coup. Voilà, c'est ça, un système vivant tout simplement. Ouais. Et aussi, on est aussi dans la diversité, parce que l'intelligence collective, c'est plus on est dans cette diversité, plus on produit de l'intelligence collective, on va aussi chercher, même si on a des points communs qui nous rassemblent à la Maison des Possibles, on va aussi aller dans la diversité des profils. Ce qui nous rassemble, pour moi, à la Maison des Possibles, c'est des valeurs humanistes. Quand on disait l'humain au cœur du système, c'est un peu ça. Enfin, ce qui nous rassemble, c'est quand même de mettre la personne au cœur de son système pour qu'elle soit bien où elle est, dans le système actuel ou dans un autre système. Enfin, moi, je dirais ça sur la question ce qui nous rassemble, c'est vraiment nos valeurs et ce qu'on a envie de transmettre et comment on voit la société. Et je crois qu'on les comprend, vos valeurs, à travers ce que vous venez de dire là, depuis quelques minutes. Vraiment des valeurs très humanistes et une vision très créative, finalement, aussi du système social et de tout ce qu'il est possible de changer ou d'inventer ou de transformer sans jamais oublier l'humain. Et je crois que c'est vraiment quelque chose d'essentiel à développer, évidemment. Et c'est aussi le sens de mon invitation, c'était de vous amener à parler de tout ça, tout simplement, avec vos mots à vous, bien mieux que les miens. À mettre en avant cette énergie qui existe et qui est souvent invisible, ou invisibilisée, ça je sais pas, c'est à vous de me le dire peut-être, mais on parle assez peu des mouvements que vous incarnez sur l'intelligence collective, sur la gouvernance partagée, etc. Je trouve que c'est important de pouvoir dire que ça existe, que ça fonctionne, et que c'est un outil d'épanouissement autant pour les professionnels que pour les publics, que pour la société finalement au sens large. Si vous deviez citer quelques inspirations, alors j'avais mis dans le petit document pour préparer l'émission éthique, philosophique, pédagogique, est-ce que vous avez des références qui vous viennent immédiatement d'auteurs, d'autrices, de penseurs, penseuses, personnes que nos auditeurs, auditrices pourraient retrouver facilement? Moi, Stéphanie l'a évoqué dans ma présentation. Pour moi, alors là, c'est la permaculture en fait, et ses principes et son éthique qui m'inspirent beaucoup, même si je le dis pas le plus souvent finalement. Mais le premier principe, l'éthique de la permaculture, elle se situe au niveau du prendre soin de la terre, prendre soin des hommes, partager équitablement les surplus, l'abondance que nous offre en général la nature si on sait prendre soin d'elle. Et se fixer des limites aussi, savoir se fixer des limites. C'est ça l'esprit de la permaculture. Et du coup, on peut aussi complètement le transposer dans les pratiques d'intelligence collective qui créent de l'abondance si on prend soin, mais tout ça dans un cadre, avec des limites. Et puis l'idée, c'est d'être partagé équitablement. Au final, on partage équitablement la parole, le pouvoir. Le pouvoir, ça dépend de ce que nous demande l'organisation, bien sûr. Mais en tout cas, le temps de création, on est en équivalence et chacun a du pouvoir. On va chercher sa souveraineté. Donc vraiment, moi, c'est la permaculture en premier qui me vient. Il y a plein d'ouvrages sur la permaculture, je ne saurais pas en recommander un en particulier. Ça dépend ce qu'on a envie. Il y a des gros pavés, il y en a des plus fins. Donc on peut se renseigner, notamment il y a un mouvement sur la permaculture humaine, ce qu'on appelle la permaculture humaine, si je ne me trompe pas. Alors, il n'y a pas vraiment... Enfin, moi, il y a une personne qui m'inspire, qui m'a formée aussi, qui s'appelle Marine Simon, qui fait des super podcasts aussi, Tout tourne rond sur la Terre, nous sommes les seuls à l'ignorer. Et la phrase qu'elle dit souvent, c'est en fait ce qu'on fait actuellement, ce qu'invite la permaculture, c'est prendre soin pour obtenir des résultats
qui eux-mêmes prendront soin. Ça, c'est vraiment l'esprit de la permaculture et elle reprend là les principes d'ailleurs de la permaculture. Et ce qu'on fait actuellement dans notre société, alors on ne prend pas beaucoup soin, on est plutôt à obtenir une production, à chercher ça, quitte après à devoir réparer des dégâts. Et vraiment, c'est les deux changements le changement de culture que propose la permaculture et l'intelligence collective aussi, pour moi. C'est voilà, l'idée de résultat est importante d'une récolte. Stéphanie l'a aussi dit, moi ça m'apporte beaucoup. Qu'est-ce que le client veut comme récolte? Qu'est-ce qu'on veut à la fin de ce temps? De pas le perdre de vue, sinon on perd de l'énergie. On a peut-être passé un bon moment, mais on n'a pas une récolte opérante. Donc prendre soin d'avoir des récoltes, ça c'est super important, mais pas n'importe comment. Stéphanie. Voilà. Moi, c'est ma principale référence. Il y en a d'autres. La pleine conscience aussi, la méditation. J'ai fait une formation de sophrologue aussi il y a pas mal d'années. Donc ça m'habite. La théorie U, voilà, il y a plein de choses. Mais en premier, c'est vraiment la permaculture. Ouais. Merci. Toi, Stéphanie, est-ce que tu as le droit au joker, si jamais il y a trop de références qui se bousculent dans ta tête? Non, moi, ce qui me fait écho quand on parle de références, c'est... Moi, je me dis souvent que l'intelligence collective, en fait, on en fait des fois sans s'en rendre compte. Moi, j'ai un petit peu voyagé et en fait, dans certaines cultures, notamment en Afrique, je trouve qu'il y a de l'intelligence. Enfin, je pense à l'Afrique noire. On peut remarquer que dans des collectifs traditionnels, des fois, ce qui se met en place, c'est de l'intelligence collective, mais les gens ne se disent pas « Ah, je fais de l'intelligence collective », mais c'est comment on distribue la parole, comment on va prendre des décisions ensemble. C'est pas quelque chose d'inné quand même, mais c'est quelque chose qu'on peut voir dans certains collectifs. Souvent, je raconte ça. Moi, à 20 ans, on est parti dans un projet collectif avec des amis. On a acheté un bien ensemble, une maison dans les Pyrénées ensemble. Et du coup, ce qui s'est pratiqué, on a fait de l'intelligence collective, mais sans s'en rendre compte. On a monté un projet ensemble, on s'est mis d'accord ensemble sur ce qu'on voulait faire de ce lieu, ce qui était important pour nous. On ne s'est pas dit, là, on va se donner la parole, on va décider ensemble. Et on le retrouve dans la nature, comme dit Anne. C'est exactement ça. L'intelligence collective, elle puise dans ce qui se passe dans la nature. Et dans certains collectifs, ils le font sans s'en rendre compte. Mais c'est pas inné et ça s'apprend. Mais c'est présent. J'ai l'impression que ça s'accompagne, mais c'est présent dans certains collectifs plus naturellement. Et si, on est à une grosse vingtaine de minutes d'émission, on tourne un petit peu autour, vous en parlez de manière un peu indirecte. Si on devait définir réellement l'intelligence collective, précisément, le plus précisément possible, comment l'une et l'autre, ou l'une avec l'autre, vous pourriez en proposer une définition suffisamment précise et complète et accessible en même temps aux auditeurs et auditrices? Bien, on peut donner la définition qu'on donne en formation. On dit que c'est une forme d'intelligence qui dépasse en les intégrant les intelligences individuelles. On dit qu'elle est d'autant plus importante qu'il y a de diversité dans le collectif. C'est d'aller chercher la diversité pour produire quelque chose de nouveau. Et on l'illustre souvent en disant 1 plus 1 égale 3. Donc c'est un peu ça ce qu'on peut appeler l'intelligence collective. J'ajouterais en fait que c'est un potentiel. Tout groupe humain, pour peu qu'il ait envie de coopérer, bien sûr, tout groupe humain qui serait réuni par un projet, une intention, une envie, peut mobiliser son intelligence collective. Il en a forcément une intelligence s'il se met ensemble. Tout groupe humain a un potentiel d'intelligence collective, mais qui émerge s'il y a un contexte favorable, s'il y a des pratiques, alors que certaines qui sont naturelles, et d'autres qu'il faut aller chercher. Puis notre société nous a désappris à être en intelligence collective, donc c'est pour ça qu'on a besoin de s'y remettre. Mais c'est vraiment un potentiel qui est présent dans tous les groupes humains. Et puis là, je lis en ce moment le livre Super Collectif d'Émile Servan-Schreiber, qui explique quoi ils font. Depuis 2010, maintenant, il y a même une science de l'intelligence collective. Il y a le MIT qui a des chercheurs qui étudient l'intelligence collective, comment elle émerge, qui font des groupes, qui leur mettent des problèmes à résoudre, des groupes hétérogènes, des groupes de femmes, des groupes d'hommes. Ils voient les différences. Voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est étudié, qui a un vrai potentiel, mais qui émerge ou pas, selon l'environnement et comment on s'y prend. Et alors, comment on s'y prend justement ? Il y a des clés pour faire émerger. C'est bien ce qu'on travaille avec Stéphanie. Voilà. On arrive justement à ce qui nous a réunis l'hiver dernier ou l'automne dernier, parce que j'ai eu donc la chance, comme je l'ai dit en introduction, de vivre 3 jours de formation avec vous, entouré d'un groupe très sympathique, qu'on salue d'ailleurs. Quelles sont les clés pour
faire émerger, favoriser, nourrir ce processus d'intelligence collective? Une des clés pour faire émerger l'intelligence collective, c'est, comme l'a dit Anne tout à l'heure, c'est une finalité commune. Enfin, si on réunit un groupe d'individus, c'est qu'on a une finalité commune et une envie d'aller vers cette finalité et d'avancer ensemble. Ça, c'est une des premières clés. C'est pour que l'intelligence collective opère, il faut que la finalité commune soit connue déjà et que les gens aient envie de coopérer. Les jeux soient en posture de coopération pour aller vers cette finalité commune. Les jeux JE. Les jeux JE, en effet. On dit que les jeux JE sont au service du nous, donc ils sont en posture de coopérer. Ça ne veut pas dire qu'on est tous d'accord, on a tous le même avis, mais on est OK pour aller vers cette finalité et en posture de coopération pour produire des idées nouvelles, des choses nouvelles qu'on ne connaît pas encore. Et aussi d'être ouvert. Enfin, il y a aussi un lâcher-prise sur le fait qu'on ne sait pas ce que le groupe va produire. Donc, c'est un lâcher-prise sur l'inconnu, sur on ne sait pas ce qui va surgir ou pousser de ce collectif, et on lâche prise sur on a confiance, on mobilise sa confiance en soi, en les autres et dans ce potentiel pour créer des choses nouvelles. Est-ce que tu souhaites compléter, Anne? Oui, donc ça vient vraiment compléter ce que dit Stéphanie. C'est vraiment deux choses qui marchent en parallèle, cette finalité commune qui donne de l'énergie pour, et après faut que chacun y a soit à la fois en posture d'écoute, enfin, faut soit prêt à écouter les autres. Donc, une grande ouverture et un lâcher-prise aussi pour peut-être changer de point de vue, s'ouvrir à des choses qu'il ne savait pas ou qu'il ne pensait même pas du tout. Donc, il y a besoin de débrancher sa curiosité pour ce qui va advenir et ce que les autres ont à apporter. Donc, il y a un mouvement d'ouverture et d'écoute. Et puis, il y a un autre mouvement qui est celui aussi d'affirmer son jeu, de ne pas se perdre dans le groupe et de vouloir se conformer à ce que les autres pensent ou de vouloir se taire pour pas faire de vagues ou pour aller plus vite. Il y a aussi une affirmation, elle a un peu le pouvoir d'agir cher à Stéphanie, de mobiliser chacun son jeu, sa souveraineté, son pouvoir d'agir pour dire ce qui est important pour lui, ce qu'il voit que les autres n'ont peut-être pas vu, sa sensibilité. Et on dit aussi ce qu'on a dans la tête, ce qu'on a des idées, chacun a des connaissances aussi que peut-être les autres n'ont pas. Chacun a aussi peut-être une sensibilité, des peurs ou des envies qui sont importantes à poser. Donc là, on n'est plus dans l'ordre de la subjective sensibilité. Donc partager tout ça aussi, le poser sur la table et écouter ce que les autres ont à poser qui peut être différent, divergent. Et c'est là que la diversité des points de vue, des sensibilités, quand on arrive à ce qu'elle ne soit pas une source d'opposition et de crispation. Oh là là, ils pensent pas pareil, on est dans la mouise où il est bête, il pense pas comme moi. Enfin voilà, tout ce qui nous vient assez naturellement, qui ne nous arrange pas quand il y a de la diversité, en intelligence collective, voilà, on l'intègre, on est curieux. Et soi-même, en frottant tous ces points de vue, toutes ces choses qui sont divergentes, c'est là qu'il y a quelque chose qui fait que chacun bouge et qu'il y a du nouveau qui arrive pour chacun. Et que là, le potentiel, là, il émerge. Quand on a ces différents points de vue qui sont posés sans chercher à convaincre, sans vouloir juste les poser parce qu'ils sont là, et les autres qui les écoutent, et chacun bouge, et là, il y a un truc qui se passe, et c'est l'émergence du potentiel du collectif, et là, on ne sait pas ce que ça donne, mais c'est merveilleux, quoi. Et un des fondamentaux en intelligence collective, c'est l'écoute, comme on a pu le dire, mais vraiment l'écoute, écouter avec attention et intention, c'est de se dire aussi, on laisse la personne aller au bout de son idée avant de rebondir. Et c'est ce qu'on ne fait pas dans le quotidien, quand on est à l'apéro avec les copains, au café, quelqu'un commence à dire quelque chose et on dit « Ah oui, c'est vrai, moi ça me fait penser » et hop, on rebondit. Et c'est ça la communication, et c'est pas ni bien ni mal, c'est de se dire on a cette attitude qui est naturelle de rebondir et qui permet des échanges, mais là, ce qu'on invite, c'est de laisser vraiment la personne aller au bout de son idée. Et quand on laisse la personne aller au bout de son idée, on se rend compte des fois que c'est... en effet, si on l'avait coupé avant, on n'aurait pas entendu
vraiment ce qu'elle avait au fond d'elle. C'est vraiment essayer d'aller en profondeur dans les échanges et dans l'écoute. C'est un peu en ça que je disais en intro que c'est révolutionnaire, puisqu'en effet, on est habitué à rebondir, ce que je suis en train de faire en permanence, sur ce que l'autre a dit, en association d'idées. Et ça m'amène à la question suivante, qui est le client idéal, parce que tu as parlé de client, Anne, tout à l'heure, le client idéal pour la mise en place de l'intelligence collective. Parce qu'on imagine bien que dans le milieu, alors c'est caricatural ce que je vais dire, mais du business, de la performance, on n'a pas le temps, on n'a pas la place pour l'écoute inconditionnelle, pour le lâcher prise sur le résultat, on ne sait pas ce qui va se passer, mais on fait confiance. Qui est le client idéal et contre-exemple, qui est le client pour qui l'intelligence collective, la mise en place de l'intelligence collective ne fonctionnerait pas du tout? Alors, moi, je dirais qu'il n'y a pas de client idéal. Il n'y a pas de collectif idéal. Il n'y a pas de enfin, en ce qui me concerne, de client idéal, l'idée, c'est on a envie d'expérimenter, de faire autrement parce qu'on n'est pas satisfait de ce qui se passe actuellement ou de comment on fonctionne actuellement dans n'importe quel collectif. Eh bien, si on est ouvert à l'idée d'expérimenter des choses nouvelles et de voir des façons de faire différentes, eh bien, on risque rien d'essayer. Enfin, c'est pas du temps perdu, c'est du temps gagné pour la suite d'expérimenter. En fait, si ce qu'on fait actuellement nous convient pas, on expérimente, on teste et on voit ce qui nous convient. Si on veut produire des choses différentes, il faut essayer des choses différentes. Enfin, c'est ce que j'ai envie de répondre à cette question. À cette longue question. Je sais pas, Anne, ce que tu en penses. Alors moi, je pense vraiment comme toi, il n'y a pas de client idéal et nous, moi j'interviens aussi pour tous ceux qui viennent vers moi, c'est suffisant. Voilà, dans la mesure où ils en ont l'envie, je suis ouverte à tous il n'y a pas d'endroit où je me dis ah ben non, mon éthique, je ne vais pas pour ce client ou je ne sais quoi, au contraire, allons partout semer ces pratiques-là. Et puis il faut pas croire. Tu as parlé toi, Vincent, si on est pressé, si on veut de la performance. Mais c'est vachement performant l'intelligence collective. On a parlé de récolte et faut pas croire qu'on obtient des récoltes solides. Alors on prend un chemin qui est pas habituel, et notamment dans ce chemin il peut y avoir aussi du silence. On l'a pas parlé tout à l'heure mais tout ça demande aussi de ralentir. Mais on ralentit, mais au final on est très très efficace. Hein. On prend un autre chemin, mais c'est pas moins efficace. Au contraire, c'est solide. Et performant aussi. Donc, non, il n'y a pas de client idéal. C'est vrai que c'est une histoire le prérequis, comme l'a dit Stéphanie, c'est des postures de coopération. Donc, faut que le client nous fasse confiance, en fait, pour emprunter ce chemin. Et qu'il nous dise vraiment ce qu'il veut, les difficultés, ce qui nous cache pas les choses, en fait. Et à partir de là, ça marche. Super. Je trouve ça très enthousiasmant en fait d'entendre ça. J'ai pris une vision forcément caricaturale, mais je trouve ça enthousiasmant de se dire qu'en effet, vous pouvez aller partout avec cet outil-là, à condition que la personne, le commanditaire ou le client, en effet, il soit sensible. On peut penser que s'il y est sensible, c'est qu'il pense qu'il y a le potentiel dans ses équipes, dans sa structure et ça nourrit la confiance et l'enthousiasme et la créativité. Il y a une grande part de créativité dans ce que j'entends. Et je trouve ça super. Le temps avance vite. Est-ce qu'on peut parler de la formation que vous co-animez, que vous avez co-construite et que vous co-animez, la présenter en quelques mots, quels sont les profils des stagiaires, s'il y avait un profil type, encore une fois, mais je suis sûr que la réponse sera non, il n'y a pas de profil type. Qu'est-ce que les gens viennent y chercher? Et voilà, je vous pose tout, puis après vous vous débrouillez avec ça. Quels sont les feedbacks éventuellement que vous avez déjà reçus sur les différentes sessions que vous avez co-animées? Voilà, et quelle est la marge de progression entre guillemets? Est-ce que vous avez des idées d'évolution, de changement? À vous. Moi, je voulais juste rajouter un truc avant de partir sur la formation, quand même, alors je ne sais pas trop comment le dire, hein, vous allez peut-être m'aider, compléter, c'est de se dire que aujourd'hui, quand même, on est dans une société qui évolue très vite. On a quand même eu pas mal de transformations. Enfin, je pense à toute notre question crise énergétique, le Covid. Enfin, il y a plein de choses qu'on est en train de vivre qui transforment notre façon d'être et de faire ensemble et qui demandent à être accompagnés sur ces questions de transformation et de comment on va avancer collectivement ensemble sur ce qui nous attend.
Et si on veut pas laisser trop de personnes de côté, c'est comment on réinvente notre façon de vivre ensemble au niveau, mais pas que vivre ensemble dans nos petits collectifs, mais au niveau de la planète. Plus on va accompagner chaque personne à prendre sa place dans la société, dans les collectifs, plus ces transformations, je sais pas si vont être simples parce que c'est pas le mot simple, mais favoriser. En tout cas, favoriser. Chacun trouve cette possible. place. Enfin, l'idée, pour moi, il y a vraiment accompagner l'humain vers une société plus participative, inclusive, éthique dans tout ça, quoi. Anne, tu peux peut-être compléter, mais je pense Anne, elle accompagne sur la fresque du climat. On est quand même sur des grosses transitions écologiques. Enfin, on parle quand même de grosses transformations. Tout ça, ça demanderait à être accompagné pour que chacun puisse trouver cette place, sa place, et comment je suis acteur et je participe à tout ça à mon niveau. Et l'intelligence collective, et on parle d'intelligence collective, mais en fait, c'est au-delà c'est pas un outil, c'est une philosophie et c'est une posture. C'est comment on a parlé comment on l'incarne dans nos collectifs professionnels. Enfin, parce que on va parler après de la formation, donc là c'est dans les collectifs, mais c'est comment on l'incarne dans notre vie quotidienne aussi. Enfin, cette intelligence, et comment on permet à chacun de trouver sa place, pouvoir exprimer son point de vue, prendre en compte le point de vue des autres pour avancer. Oui, c'est un peu ce que je disais en introduction. Après, Anne, je te laisse compléter si tu veux. C'est que c'est pas une boîte à outils. La formation ne transforme pas une boîte à outils à appliquer stricto sensu. Et puis, c'est parti, on fait de l'intelligence collective. Je trouve qu'en effet, il y a une assimilation qui est très importante, qui prend son temps, chacun son rythme. Mais oui, de cette philosophie, comme tu dis, c'est un changement de paradigme, un changement de vision quand même assez... révolutionnaire, encore une fois, c'est pas rien, quoi. Et ça demande aussi d'en faire l'effort, d'en avoir le goût, mais aussi d'en faire l'effort. Et chacune a son rythme, et voilà. En tous les cas, je trouverais intéressant que ça apparaisse dans... Et puis Anne, elle a plein de choses à dire là-dessus. Parce que là, on a beaucoup parlé des collectifs du travail, mais en fait, pourquoi on y croit, c'est que ça... on n'est pas le travail, enfin, Enfin, moi, si je fais ça, c'est que je pense potentiellement ça. Quand on parle du pouvoir d'agir individuel et collectif, c'est on accompagne la personne à prendre sa place dans la société. Et c'est ça qu'on accompagne. Et du coup, comment, en tant qu'individu dans la société et en tant qu'individu au travail, on sème ces petites graines qui vont produire des choses belles et nouvelles. Et peut-être, on ne sait pas en fait. On ne sait pas ce que ça va produire, mais en tous les cas, je pense que c'est une philosophie qui peut que produire des choses nouvelles et belles. Et je passe la parole à Anne, qui, je suis sûre, va nous dire des trucs vachement mieux résumés. Non, c'est pas facile, mais c'est vrai que moi, mon nom Transition Fertile, ça évoque l'idée d'une transition... pour moi sociétale, mais de toute façon incontournable, puisque sinon on va dans le mur. Enfin, les 4 degrés, c'est juste... De toute façon, même quand s'il y a 4 degrés, il faudra qu'on coopère, il faudra qu'on revienne à des choses beaucoup moins... la compétition, les égos, le culte du pouvoir, du savoir, on voit où ça nous mène. Bon, donc il y a besoin de changer de système, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, parce que le système, il produisait pas mal de dégâts, encore une fois. Et donc, on doit aller vers un système qui prend soin de nous et de la planète et des autres que humains sur la Terre. Et l'intelligence collective invite à se prendre soin-là. Et donc, en commençant par nous, évidemment, quand on a l'habitude, quand on a le déclic de l'intelligence collective, après, c'est une posture. Donc, on va prendre soin des autres, de ce qu'on dit, de ce qu'on envoie dans l'espace, en fait, dans nos mots, dans nos gestes. Et on va prendre soin beaucoup plus. Donc, voilà, derrière ça, pour moi, c'est la transition vers un autre modèle de société et un autre rapport à la nature et aux autres humains et aux animaux. Enfin, tout ça qui s'enclenche, en fait. C'est un tout. Alors, nous, notre professionnalisme, il est sur l'intelligence collective, mais derrière, on porte beaucoup d'autres... Enfin, on a aussi beaucoup d'autres convictions.
Effectivement, moi j'anime là depuis peu des fresques du climat et des choses autour de la transition pour limiter notre impact ou plutôt régénérer, aller chercher le potentiel régénératif de chacun, de chacune et puis des sociétés en fait, hein, plutôt que de destruction. Tu peux nous parler en quelques mots de la fresque du climat? C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus apparaître, qui prend de plus en plus d'ampleur. Tu peux nous présenter cet outil? Alors, c'est pas qu'un outil, c'est plus qu'un outil, encore une fois, j'imagine. C'est un atelier. Alors, il y a presque 1 million, il y a plus de 1 million de personnes là maintenant qui ont été fresquées, c'est-à-dire qui ont vécu la fresque. C'est un atelier de 3 heures. Il y a 2 temps. Il y a un premier temps pour s'approprier des notions qui sont vulgarisées. C'est la vulgarisation scientifique, hein, c'est les rapports du GIEC, mais en 42 cartes. On apprend beaucoup. Alors moi, je suis profil littéraire, psycho, pas du tout scientifique, donc j'ai appris beaucoup de choses et j'ai beaucoup aimé, j'apprends toujours. Donc il y a le côté très technique pour comprendre comment finalement on arrive à ce réchauffement et les impacts que ce réchauffement a et par quel mécanisme il opère. Donc c'est vraiment de la connaissance, un premier temps de connaissance, mais au lieu que ce soit descendant, je sais pas, il n'y a pas une conférence et descendant sur le GIEC, mais si on manipule les cartes, on les observe, on les lit, on les relit, et on doit les mettre dans un ordre de cause à effet. Et en faisant ça, on se l'approprie, en fait, on comprend les choses. Donc, et puis l'intervenant est là pour ajuster et éclairer peut-être certaines notions si elles ont besoin d'être éclairées. Ça, c'est le premier temps de l'atelier. Le deuxième temps, c'est plutôt un temps pour accueillir qu'est-ce que ça nous fait une fois que la fresque est faite. Hein. C'est clair que c'est pas très réjouissant. Et puis ensuite, c'est un temps pour aller mobiliser son pouvoir d'agir. Donc, c'est vraiment un processus où on part d'un constat, comme on peut le faire en intelligence collective, on part de d'où, on regarde la réalité telle qu'elle est, sans œillères, et ensuite, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, qu'est-ce qu'on fait de ça? Et on va chercher le pouvoir d'agir. Voilà. Donc, je peux le proposer bénévolement, hein, puis je le propose aussi dans les organisations, pour que chacune voit à notre niveau, avec le pouvoir qu'on a, qu'est-ce qu'on peut déjà changer chez nous, là, dans notre organisation pour faire mieux et encore mieux. Et puis quand on commence à faire mieux, on a encore envie de faire mieux et se mettre sur ce chemin-là. En tout cas, ne pas le nier. Sortir du déni et de l'évitement, parce qu'on n'a pas trop envie de le regarder, cette réalité, mais faut quand même la regarder en face. Et après, il y a un peu d'éco-anxiété, mais si on passe à l'action, après, ça va mieux. Et c'est ce qui se passe, en fait. Voilà. La fresque, c'est un outil. Hein. Il y en a plein d'autres qu'on propose pour accompagner ça. Super. C'est notre enjeu, l'enjeu premier de l'humanité là dans les 5-10 ans à venir. Encore une fois, c'est enthousiasmant de savoir qu'il existe déjà des outils, des moments, des espaces pour pouvoir l'évoquer, pour pouvoir en parler, pour pouvoir apprendre et suite à ça, se positionner au mieux sur ces questions-là, en effet, dans sa vie, dans son projet de vie au sens large. Ouais, je trouve que c'est très encourageant. Je reviens à ma question tout à l'heure, mais c'est pour les auditeurs auditrices qui du coup peut-être seraient intéressés pour venir découvrir toutes ces questions-là dans le cadre d'une formation. Comment vous l'avez construite et comment est-ce qu'elle fonctionne cette formation? Alors la formation que tu as faite, Vincent, elle s'appelle « Devenir facilitateur en intelligence collective, réveiller la coopération ». Donc c'est une formation qu'on propose avec Anne depuis 2017. On faisait un point. Donc on la propose en inter depuis... on est sur la 3e édition. Demain, c'est notre dernier jour de la 3e session. Donc là, c'est une formation qui est ouverte à toute personne qui est intéressée par les questions d'intelligence collective. Donc là, on a par exemple 15 personnes qui viennent d'horizons différentes, d'associations, d'entreprises, animateurs, RH, associations, indépendants, formateurs, qui souhaitent en savoir plus sur la facilitation et l'intelligence collective. Donc ça, on est sur la 3e session. En fin d'année, on va faire une autre session, la 4e session. Ça, c'est ce qu'on appelle les formations en inter. On propose aussi cette formation en intra dans les collectifs, associations, entreprises. Et là, c'est plus des formations sur mesure. Donc là, les personnes nous contactent et avec Anne, on intervient beaucoup sur la formation aussi sur mesure, en fonction vraiment de ce que le collectif a envie de travailler en intelligence. On propose une formation
donc plus sur mesure. Là, en inter, c'est ce qu'on appelle, on peut dire aussi formation catalogue sur donc devenir facilitateur en intelligence collective. Là, on est sur une formation de 3 jours qu'on a co-construite avec Anne et qu'on peaufine tout le temps d'année en année, on va dire. Donc là, on a un module 1 de 3 jours et on est en train de co-construire le module 2, la suite de ce que tu as fait. Tu as fait le module 1, on va dire le premier les fondamentaux. niveau débutant. Voilà, les fondamentaux de la facilitation en intelligence collective. Et le module 2, on va un peu plus approfondir. Et du coup, on est vraiment sur une formation qui sont les fondamentaux de ce qu'on appelle la facilitation et l'intelligence collective. Et notre volonté, c'est vraiment axé sur la posture. On va beaucoup travailler sur qu'est-ce qu'on appelle la facilitation, qu'est-ce qu'on appelle l'intelligence collective, mais au-delà des outils, parce que souvent, on nous dit on aimerait partir avec une boîte à outils. Ce qu'on dit souvent, c'est que les outils, on les trouve facilement sur Internet, dans les livres. Quand on parle d'outils ou de processus qui sont le World Café, le Forum ouvert, on va dire les outils classiques de l'intelligence collective, mais l'outil n'est rien sans la posture adéquate pour incarner et pour aller mettre en place ces temps en intelligence collective. Donc on va vraiment travailler, c'est quoi, on parle de divergence, d'émergence, convergence, c'est quoi ces 3 temps, c'est quoi la posture adéquate. L'idée, c'est vraiment, on est sur une formation qui n'est pas du tout descendante, enfin, tu pourras nous faire ton retour, mais sur vraiment, on va expérimenter et puis on va prendre de la hauteur, on va vivre vraiment ces différents temps, les débriefer pour pouvoir après les mettre en place dans nos terrains personnels ou professionnels, les expérimenter et revenir. Sur le jour 3. Revenir sur le jour 3 après un temps d'expérimentation et faire un retour, débrief, je sais pas comment, feedback, analyse de la pratique, on pourrait dire collectivement. Et, on est sur une formation action, donc le J1 et le J2, on est sur les fondamentaux, on expérimente pendant la formation, on voit des outils bien sûr, la posture, les temps, comment on crée un temps en intelligence collective. On a un temps d'intercession entre le J2 et le J3 pour aller expérimenter sur nos terrains et revenir pour se dire c'est mignon là tout ce qu'on a vu en J1, J2, mais sur le terrain ça se passe pas pareil, parce qu'en formation c'est toujours super, en formation ça fonctionne, mais super bien parce que tout le monde est partant, tout le monde est ok, mais sur le terrain des fois c'est plus compliqué. Et justement notre volonté avec Anne, c'est aussi de pouvoir revenir après et se dire ça j'ai fait et ça n'a pas fonctionné, ou ça c'était super, de le débriefer sur le J3 pour peaufiner aussi notre posture pour être beaucoup plus à l'aise après sur le terrain. Et de toute façon on apprend tout au long de nos expériences. Jamais fini. Le premier outil c'est nous, et du coup on acquiert en expérimentant. Anne, nous tournons vers Anne. Moi j'ajouterais que c'est vraiment comment on l'a construit, c'est vraiment très concret par rapport à notre pratique en fait. La formation c'est très pratico-pratique, moi je dirais quand même, tout en étant profond. Mais il y a des choses très concrètes, et l'idée pour moi c'est que si les gens ils vivent une expérience, ils l'intègrent et ils osent après y aller. Parce qu'ils ont vu que ça marchait, ou ils ont vu que les autres, on pouvait les embarquer. Enfin, faut le vivre. L'intelligence collective, c'est ce que je dis à mes clients aussi, c'est faut le vivre. Une fois qu'on l'a vécu, on le sent, ou on ose. Mais sinon, ça reste assez théorique, ou assez fumeux, ou assez difficile à appréhender. Donc, c'est vraiment vivre les pratiques ensemble pendant la formation pour après oser aller les proposer et se lancer, quoi. Voilà, acquérir suffisamment de solidité et de confiance dans ces pratiques. Et il y a Steph qui veut dire quelque chose. Elle lève le doigt. Et l'intention, c'est toujours la question de l'intention. Pourquoi je le fais? Quel sens ça a? Est-ce que c'est utile de le faire? C'est pas à faire partout, l'intelligence collective, c'est pas utile à tous les moments, mais ça l'est à certains. Donc, savoir doser aussi et comprendre toutes ces subtilités-là, quoi. Est-ce que je voulais compléter les retours qu'on a aussi sur la formation. Enfin, c'est une formation qui est ouverte à tous ceux qui ont envie de travailler le collectif, et comment
on fait ensemble. Et dans les formations qu'on a eues, on a vraiment des profils très différents. Des gens qui font déjà de l'intelligence collective, déjà du collectif, des gens qui débutent. Mais les retours qu'on peut avoir, c'est même si on fait déjà des gens qui disent je fais ça depuis longtemps, mais j'avais jamais conscientisé. Il y a quelque chose des fois qui est assez on le fait mais on ne sait pas pourquoi on le fait, mais on sait que ça produit quelque chose. Et là la formation, ça permet de faire un peu dans ce cas-là de arrêt et se dire je conscientise les différentes étapes et qu'est-ce qui est important. Je fais un temps d'inclusion, pourquoi je le fais, le temps de cadrage, ça permet de faire ou de se dire tiens, je faisais mais je savais pas pourquoi je faisais, ou je faisais pas très bien et j'étais en difficulté. Donc il y a vraiment ce temps-là de se poser, de se dire comment j'interviens, donc pour ceux qui en font déjà. Et puis les retours qu'on peut avoir aussi, c'est comme dit Anne, c'est pratico-pratique. En sortant des 2 jours, j'ai on va dire un peu une méthode pour intervenir. Ma posture, j'ai travaillé. J'ai des outils aussi. Et du coup, on peut avoir des retours qui sont... après le J2, je suis partie avec des choses concrètes sur le terrain pour mettre en place. Et là, je te regarde, Vincent, parce que comme tu as fait la formation, tu vas pouvoir nous faire un retour aussi. Le questionneur questionné. Exactement. Moi, mon retour, c'est en effet que... c'est déjà, en vous écoutant, je pensais à l'énergie vraiment que je retiens de ces 3 jours de formation, mais surtout, peut-être sur les 2 premières journées, c'est l'écoute. Comment, je crois que c'est toi, Anne, qui avait l'expression « brancher sa curiosité » pour contourner les jugements. Et l'expression m'a marqué parce qu'en effet, même si on est habitué à le faire, là, la manière dont vous l'animez nous force de manière tout à fait consentie et positive et constructive à brancher notre curiosité sur ce que dit l'autre, notamment en respectant vraiment la parole de l'autre, comme vous disiez tout à l'heure, en ne coupant pas la parole, en n'enrichissant pas en permanence de ses propres perceptions et idées, pensées, etc. Et puis, oui, principalement, moi, ce que je retiens, c'est le travail sur la posture, en fait, sur découvrir. J'ai l'impression que dans le groupe, certaines personnes découvraient complètement une posture à laquelle ils n'avaient jamais pensé, qu'elles n'avaient pas pensé qu'elle pouvait exister. Et d'autres sont venus, c'est peut-être mon cas aussi, conforter, donc confirmer, et se dire, ouais, d'accord, en effet, ce que tu disais, Stéphanie, je l'avais pas forcément conscientisé comme ça, mais je vois que ça produit des effets, de laisser la parole, d'utiliser tel ou tel outil. Voilà, donc oui, c'est une formation que j'ai trouvée très, très rassurante, en tout cas pour moi. Et puis en même temps avec beaucoup d'ouverture à de nouveaux outils, de nouvelles manières de faire, parce que les personnes qui composent le groupe ont des pratiques différentes, des expériences différentes, des regards différents. Et enfin, pour finir, vous observez, vous, co-animatrice, en train de présenter l'intelligence collective en utilisant les techniques de l'intelligence collective. Pour moi, il n'y a rien de plus inspirant, parce que c'est très modélisant et très rassurant. En fait, on voit comment vous faites, on voit comment vous n'empiétez pas sur le terrain l'une de l'autre, même si vous avez beaucoup de choses à dire et à compléter, à ajouter. On voit des sensibilités différentes, des approches différentes, des expériences différentes. Et c'était vraiment le sens de mon invitation que j'ai faite à la fin du jour 3, je crois. Je vous ai dit, ça ne vous dirait pas de venir dans le podcast. C'était mettre en valeur votre binôme et votre duo et justement la force de l'incarnation. Voilà, pour moi, vous incarnez très bien. C'est toutes les questions que vous avez évoquées depuis le début de l'émission. Et ce qui est important, ce que je voulais rajouter, ce qui est important aussi, c'est une formation en effet où on travaille vraiment la posture, et c'est de se dire, on dit tout le temps, les outils, on les trouve sur Internet. Et aussi, on peut avoir ce retour en formation, je connais tel outil, et on se rend compte que les gens ont vécu des temps en intelligence collective où la posture n'était pas du tout incarnée, où on a eu un temps et puis on n'a rien fait. Donc ça sert à rien. On peut avoir des gens qui sont réfractaires, qui nous disent mais on a déjà fait plein de choses comme ça sert à rien. Et c'est pour ça on insiste, on le dit en formation et on insiste aussi quand on travaille avec des collectifs en intelligence collective où on va faciliter, c'est l'importance de se dire
l'outil, en fait, on va pas se dire, oh, on va faire une soirée, on va faire un World Café. Ça vient à la fin. L'importance de dire, ok, c'est quoi l'intention, avec quelle est la récolte, et à partir de la récolte, on va construire le processus en intelligence collective. On ne connaît pas l'outil qu'on va utiliser, et il y a aussi l'engagement de ce temps, cette récolte, qu'est-ce qu'on va en faire après ? Parce qu'autrement, les gens, ils viennent une fois, ils viennent plus deux fois. Et ça, c'est un peu, on travaille dessus, de se dire, si on veut que ça produise des choses nouvelles et que les gens se disent que ça a un intérêt, c'est important. C'est pour ça qu'on dit tout le temps, on travaille d'abord la récolte, l'intention, avec quoi on veut repartir. Ouais. On s'assure que ce temps va être utile et qu'il y aura une suite donnée. Et après, on va travailler le processus, l'outil. Et c'est la notion de cadre que tu as souligné en tout début d'émission, Anne, je crois. Le cadre est très, très bien posé. Alors sur le cadre d'une formation, ça tombe bien. Dans une formation, ça tombe bien. Mais vous transmettez aussi l'importance de poser un cadre qui, justement, pose le sens. Et c'est pas seulement de la convivialité, c'est pas seulement de bien s'entendre et bien s'écouter. On va au-delà. Et voilà, ça c'est un peu vertigineux, parce que c'est un peu nouveau. En tout cas, dans ma pratique, ça m'a amené le vertige de me dire « Ah ouais, ok, on peut aller encore plus loin, encore plus... » Donc ça demande de la rigueur, ça demande de la méthode, mais à la fois, c'est hyper rassurant. Et voilà, j'invite... moi, je ne fais que de la promotion pour votre formation depuis quelques mois, et j'invite toutes les personnes qui seraient intéressées à se rapprocher de vous, à avoir des retours d'expérience aussi, d'anciens stagiaires, si c'est possible. Je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir des regards complémentaires. Est-ce que Anne, tu vas ajouter quelque chose ? J'ai une dernière question parce que nous sommes... Non, c'est bon. Nous arrivons sur la fin de l'émission. Justement, est-ce que vous auriez chacune, pour clôturer, un exemple très précis, très concret, plutôt sensible, un souvenir plutôt sensible du terrain, un exemple de terrain que vous aimeriez partager, d'une expérience qui pour vous est révélatrice de tout ce que vous avez proposé, présenté depuis une petite heure ? Moi, j'avais envie de rajouter encore un truc. Plus on va transmettre ces façons de faire ensemble tôt. Moi, j'interviens auprès des jeunes aussi. Tu vois, plus on va transmettre comment on s'écoute, comment on passe la parole dans un collectif, comment on prend une décision ensemble. Eh bien, en fait, il faut le faire dès le plus jeune âge. Plus on va transmettre, développer cet esprit critique. Je pense à la formation de Sèvres, Frédéric Lenoir, là, sur savoir être et faire ensemble, les ateliers philosophie et de l'intention. Eh bien, ça se développe dans les établissements scolaires. Plus on va apprendre aux enfants à s'écouter, à développer leur esprit critique. Et ça veut dire que demain, ces enfants, ces jeunes, quand ils vont arriver sur le monde du travail, ils auront déjà cette philosophie d'écouter avec attention, de laisser la personne aller au bout de son idée avant de rebondir. Et ça va provoquer des changements sur le long terme. Donc c'est aussi aller au plus près des enfants et des jeunes avec cette philosophie-là et cette posture-là. Et toi, Anne, est-ce que tu aurais un exemple ? Oui, j'en ai plusieurs qui me viennent, alors je ne sais pas trop quoi choisir. Oui, le premier qui m'est venu, en fait, c'est plutôt une équipe que j'ai accompagnée pour la première fois en 2018. Une petite équipe qui travaille au sein d'un grand groupe avec des missions transversales. Une équipe qui s'occupe d'hygiène, sécurité, environnement dans un groupe industriel, en fait, avec plus de 5000 collaborateurs dans le monde. Et cette équipe-là, en fait, je les ai accompagnés sur un séminaire. Et alors, ils m'ont vu arriver avec mon bol tibétain, pas de PowerPoint, mais des affiches avec plein de dessins. Et ils se sont dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Qui c'est qu'est-ce qu'on va nous faire, quoi ? Qu'est-ce qu'on va nous faire faire ? C'est bizarre. Pas du tout leur culture, en fait. Ils ont vraiment beaucoup, beaucoup travaillé sur un jour et demi. C'était court, mais très, très dense. Sur leur programme, en fait. Ça s'appelle We Care. Donc, ça tombe bien, c'est prendre soin. Donc, parce qu'eux, en sécurité, ils prennent soin des collaborateurs. Voilà, on a travaillé avec différents processus. Ils ont pris le temps de se connaître. Ça a vraiment été un séminaire de ce qu'ils me disent qui a vraiment transformé leur relation d'équipe. Et ils ont surtout utilisé, et ils utilisent encore, là on est 5 ans après, les outils, les choses qu'ils ont expérimentées pendant le séminaire. Ils se sont achetés un bol. On a une poupée bienveillance pour rappeler quand on est hors du cadre, il faut dire attention, on est en train de revenir à nos anciens automatismes. Là, on ne s'écoute plus,
ou voilà. Donc ils ont acheté tout ça. Enfin, ils ont plongé dedans en fait. Et depuis, je les ai accompagnés quasiment tous les ans sur des séminaires, plus pour eux, mais parce que et là, en juin, je vais faire un séminaire avec les opérateurs et les opératrices du groupe. Donc ils ont inclus petit à petit. D'abord, on a fait plusieurs séminaires après. Et donc, on avait commencé par eux, hein, ils sont à la source. Et puis, ils ont élargi avec leurs correspondants sur les sites. Et là, c'est même avec les ouvriers, les ouvrières, les personnes vraiment de terrain. Et donc, comment l'émergence, en fait, l'intelligence collective, ils vont la chercher maintenant eux aussi le plus possible, en fait, pour aller. Et puis, ces pratiques-là, vraiment, elles ont vraiment infusé complètement, bah, au point, je te dis que c'est très nouveau. C'est la première fois dans leur groupe qu'on fait un séminaire où on invite des gens de terrain. C'est toujours les cadres qui vont dans les séminaires, n'est-ce pas? Et qui ont l'occasion de rencontrer des pairs. Et là, il va y avoir des gens de toutes les usines du groupe, de l'étranger et tout, et ils vont se rencontrer et voir comment ils font avec la sécurité, chacun, chacune. Enfin, voilà, donc c'est un exemple de réussi finalement. Alors j'en aurais d'autres, mais celui-là, il est voilà, comment on est parti d'une petite équipe et comment ça a infusé dans leur pratique et dans le groupe maintenant, j'espère, ce groupe. Je voudrais juste rajouter quelque chose qui pourra trouver vraiment sa place, c'est que l'intelligence, utiliser, pratiquer les pratiques qui vont mobiliser l'intelligence collective, ça permet du développement personnel solidaire. C'est-à-dire que chacun, pour pouvoir fonctionner avec ses pratiques, ça va chercher on est des fois impatient, on voudrait dire quelque chose, et là, il faut attendre, il y a un cadre. On voudrait convaincre qu'on a la meilleure idée, mais en fait, il faut lâcher prise et être capable de s'ouvrir aux idées des autres. On voudrait briller pour certains, ou au contraire être une toute petite souris que personne ne voit. Et en fait, non, on doit prendre sa place en équivalence. Donc tout ça, ça vient nous chercher chacune à des endroits différents, mais ça vient nous faire travailler personnellement de manière invisible ou parfois visible, parce qu'on vient nous rappeler. Le facilitateur est là gentiment pour rappeler quand on sort du cadre, qu'on s'est donné tous. Hein. Mais du coup, chacun, voilà, ça nécessite pour chacun un développement personnel, voilà, qui est solidaire, parce que c'est grâce aux autres et grâce à ses pratiques, et qui fait du bien à tout le monde, en fait. Voilà, petite parenthèse. Et on l'a pu le vivre concrètement avec une jeune femme. On a eu un accompagnement sur plusieurs mois et ça a été phénoménal. Ouais. Tu veux partager l'exemple moi, je l'ai vécu 2 fois. Enfin, un des plus beaux retours pour moi, et ça, c'est un des retours qu'on a eu aussi avec Anne, c'était un accompagnement de 6 mois d'un collectif où on les accompagnait sur plusieurs temps. Il y avait une 30aine de personnes. Et du coup, on fait toujours une inclusion et puis un cercle de clôture où chacun a la possibilité de s'exprimer sur la journée. Et donc, à chaque cercle de clôture, il y a une dame qui passait, qui ne parlait pas. Et le dernier jour, elle s'est exprimée. Et c'était la première fois qu'elle parlait devant un collectif de 30 personnes. Donc, ça a été une des pépites de cette formation. Et j'ai aussi eu ça sur un autre collectif où la dame a fini par dire « c'est la première fois que je prends la parole en public ». Une dame là sur ce dernier exemple qui avait 70 ans quoi. Et avec Anne c'est ce qu'on se dit à chaque fois, ça c'est un des plus beaux cadeaux quoi, qu'une personne qui ne parle pas puisse à la fin s'exprimer devant 30 personnes. Et on a eu ça aussi sur une soirée où à la fin au temps de récolte, eh bien, c'est une personne qui a transmis la récolte du collectif, du petit collectif, une personne qui parlait jamais d'habitude. Donc tout ça, c'est la magie, on va dire, des processus qui permettent à un moment à chacun de s'exprimer, et puis même à un temps collectif que les personnes qui parlent jamais, des fois prennent la parole. C'est vraiment pour moi, c'est le plus beau cadeau, je trouve. Parce qu'on perd tellement de valeur il y a des gens qui ont plein de choses à dire, mais pour plein de raisons, on n'en profite pas. On n'en profite pas. Le collectif, ils sont effacés et puis du coup, on va pas chercher tout ce qu'ils auraient à apporter et souvent, il y a plein de belles choses et de les reconnaître, en fait, inclure, quoi. Que ce soit pas toujours le plus à l'aise qui parle et qui emporte
enfin voilà, qui prend toute la place en fait. Mais tout le monde, voilà, l'inclusion de tout le monde en fait. Et ça, c'est chouette quand on va inclure des gens qui d'habitude trouvent pas leur place dans les processus habituels, dans les fonctionnements habituels. Je vous propose de finir sur ces mots que vous venez de partager. Je trouve spécialement touchant et inspirant. Avant de vous laisser, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir à un mot de la fin. Avant de vous laisser l'occasion d'un petit mot de fin pour cette émission, je tiens à vous adresser à toutes les deux un immense merci donc pour cet échange, pour cette immersion dans le monde passionnant de l'intelligence collective. Merci pour votre disponibilité et de vous être rendu disponible ce matin. Merci d'avoir pris le risque aussi d'inspirer au-delà du cercle de personnes déjà convaincues et ou sensibilisées par ce regard alternatif, complémentaire, et je crois si important pour nourrir nos enthousiasmes individuels et collectifs. Je fais le pari que cet épisode sera source d'inspiration pour beaucoup d'auditeurs et d'auditrices. Est-ce que chacune, Stéphanie, Anne, vous voulez partager un petit mot de la fin à l'attention justement de nos auditeurs et auditrices ? Eh bien, moi, je voulais te remercier. Enfin, pour moi, c'est pas un exercice facile. Ça me demande de sortir de ma zone de confort. Et c'est ce qu'on transmet. Du coup, quand tu m'as dit ça la première fois, je dis ah non, j'aime pas faire ça. Et du coup, merci. J'espère que ce sera agréable à écouter. Merci de ta confiance et merci de tes retours. Je suis remplie de gratitude. Merci Stéphanie. Et merci aussi à Anne. C'est toujours un plaisir de co-animer, co-faciliter et faire des projets avec elle. Donc merci à toi, Anne. Et alors moi, qu'est-ce que je dis en mot de la fin ? Bien sûr, merci à Vincent, merci à Stéphanie. Et puis j'ai envie de dire plutôt osons faire autrement, osons plonger dans l'intelligence collective parce qu'on a plein de choses à... Enfin, moi, j'en ai fait l'expérience et je le transmets maintenant après l'avoir... voilà, c'est oser y aller, vous allez voir, vous ne serez pas déçus. Comment est-ce qu'on retrouve les informations sur la formation ? Du coup, à quoi est-ce qu'on se connecte pour en savoir plus, si on est intéressé ? Eh bien, on peut retrouver sur le site de la Maison des Possibles, www.lamaisondespossibles.org. Sur mon site, on retrouve aussi la formation avec la fiche, etc. Ou alors, on peut aussi taper www.transitionfertile.fr. Au pluriel, lestransitionfertile.fr. Là, on retrouve toutes les formations que je propose, dont certaines avec Stéphanie. Et puis, Stéphanie a aussi un site, Peps & Co. peps-co.fr. Super. Et puis, les dates pour la prochaine formation devenir facilitateur en intelligence collective sont le jeudi 23 et vendredi 24 novembre 2023. Ouais. Et la troisième date, c'est le mardi 12 décembre. Donc ça, c'est le module 1. Et on a le module 2 qui aura lieu aussi en octobre, le jeudi 19 et 20 octobre, avec le J3 qui aura lieu... Un peu plus tard. Un peu plus tard, je cherche la date. De toute façon, les auditeurs auditrices trouveront ça sur les sites que vous avez nommés. Ouais, vous êtes aussi présente sur le réseau social LinkedIn, je ne sais jamais comment le prononcer. Exactement. Voilà, on peut vous retrouver Stéphanie Hérault, AIRAUD. Exactement. J'ai toujours mis un Y jusqu'ici, maintenant j'ai enregistré que c'était un I. Et Anne Blandel, BLANDEL. Je ne me trompe pas non plus. Tout est bon. Tout est bon. C'est parfait. Très bien, un grand merci. À très bientôt, au plaisir de partager d'autres moments avec vous deux. Et chers auditeurs, auditrices, merci pour votre écoute. Au revoir. Merci, au revoir. Production Parole et compagnie.